Parfait. On est en live. Eh ouais, là je suis posé en extérieur pour le live. Rendez-vous compte, on fait un live dehors, c'est trop bien. Donc du coup, bienvenue dans ce nouveau live escalade où on l'avait un peu teasé, on l'avait annoncé déjà la semaine dernière. On va faire le live à Fontainebleau. Eh oui, l'endroit le plus typique pour les grimpeurs de blocs en extérieur. Et donc la forêt de Fontainebleau, donc là on est au plus au sud possible de la forêt de Fontainebleau, on est sur le secteur de Butier. Pour être précis, on est à Butier-Piscine, puisque Butier en fait est divisé en 4 secteurs. Et donc nous on est dans le secteur qui est le plus au sud. Donc on est vraiment sur le secteur le plus au sud de Fontainebleau possible. Alors je pense d'ailleurs des secteurs plus au sud, mais en tout cas de notre point de vue, c'est l'un des plus au sud. Et donc on va s'amuser à faire du coup le circuit jaune aujourd'hui. Alors on va pas pouvoir faire tout le circuit jaune parce que on n'a pas forcément avoir assez de batterie, hein, il faut être honnête aussi. Parce que là on n'a pas de chargeur à proximité et autres. On a essayé de le mettre un petit peu à charger vite fait à la salle à côté avant, parce que l'avantage de Butier c'est qu'on est sur une île de loisirs, donc on a plein d'activités autres. Donc peut-être, alors je pense pas que ça s'entendra, mais il y a aussi du coup des gens qui font de l'acrobranche, qui font de la piscine, qui font du mini-golf, qui font plein de trucs. Et donc du coup, on a décidé de faire un petit live en extérieur, ce qui va nous permettre de vous montrer un petit peu comment ça se passe la grimpe en extérieur. C'est pour ça que vous voyez que j'ai ce petit truc là à côté de moi. Je vais vous expliquer tout ce que c'est. Et je veux d'abord commencer, avant d'aller grimper, de vous expliquer un petit peu ce qu'on a besoin quand on va grimper en extérieur. Déjà, vous avez besoin d'un truc qui est essentiel. Tu peux me passer, s'il te plaît chérie, ce qui est juste derrière toi. Voilà. Alors non, faut venir la porter. La chose essentielle dont vous allez avoir besoin, c'est de l'eau. Ça peut paraître débile dit comme ça, et je crois que tu peux passer ta bouteille chérie. C'est la mienne? T'as bu dedans. T'as totalement bu dedans. Elle a bu dans ma bouteille. Alors, elle a clairement bu dans ma bouteille. Alors que je l'avais dit, et qu'elle me disait non, non, je vais te prouver, attends, elle l'a fait. Donc du coup, vous allez avoir besoin forcément de bouteilles d'eau. Donc attendez, je vais boire un coup parce que j'ai soif aussi. Parce que forcément, quand vous grimpez en extérieur, il va falloir vous hydrater. Donc là, petite bouteille d'eau, c'est important. Vous allez avoir besoin, alors là pour le coup, moi c'est une version numérique que j'ai, mais il existe des versions papier, ce qu'on appelle une topographie. Donc c'est une topo qu'on appelle dans le la topo, en fait, c'est ce qui va vous permettre de référencer les différents types de blocs et surtout de pouvoir voir, voilà, là par exemple, moi sur cette topo-là qui s'appelle Boulder, et en fait, j'ai les circuits qui sont affichés. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser, ce qui va nous permettre de savoir quel est le bloc suivant, puisque comprenez bien que quand on fait un circuit, il y a un enchaînement. On va vous parler des circuits en extérieur. Donc en gros, vous avez le premier, le deuxième, le troisième, et ça se suit. Et donc l'idée, c'est de savoir où est le suivant. Donc on grimpe, on fait le premier, puis après on dit ok, donc le deuxième il est là, donc on va aller faire le deuxième, on va faire le deuxième, et en fait on va pouvoir les enchaîner comme ça. Et donc ça, c'est ce que peut être la topo, c'est ce qui permet aussi de savoir les cotations de chaque bloc. Parce que oui, les cotations, on en parlait en salle, vous avez les différentes couleurs, vous avez vert, bleu, rouge, noir, violet. Sauf qu'à l'extérieur, ça ne fonctionne pas comme ça, notamment à Fontainebleau, vous avez un système de grade, de gradation, c'est les cotations. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, mais 9, c'est vraiment le niveau extrême. Et en fait, après, ces cotations en elles-mêmes sont sous-divisées en 3 sous-cotations. Donc 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, etc., etc. Et après, vous avez encore des sous-cotations supplémentaires qui sont, si jamais on considère que le bloc, il n'est pas forcément du niveau au-dessus, mais il est très dur pour son propre niveau. Genre par exemple, imaginons, on est sur un 6A, mais qui est plus proche d'un 6B que d'un 6A, mais qui n'est pas non plus au niveau d'un 6B. On va dire que c'est un 6A plus. On rajoute cette petite notion de plus. Fut un temps, il existait même les 6A moins. Donc c'est des 6A, c'est beaucoup plus dur qu'un 5C+, mais c'était pas non plus totalement un 6A. Un 6A donné, donc c'est le 6A moins, mais ça a été complètement retiré ces cotations. Hein. Tout ce qui était moins a été décoté sur la cotation. Et il y a aussi eu des réformes sur notamment les cotations de 1 à 5. Vous n'avez plus en fait 1A, 1B, 1C, vous avez 1 moins, 1, 1 plus. Voilà, donc c'est les 1C c'est 1 moins, 1B c'est 1 et 1 plus c'est 1A. Voilà. Et donc en gros vous avez ça jusqu'au 5, donc le 5 c'est pareil, c'est 5 moins, 5 et 5 plus. Et après, on arrive sur les cotations, là on reprend les cotations 6A, 6A+, 6B, 6B+, 6C, 6C+, etc. jusqu'à la cotation maximale qui est actuellement le 9A, c'est les blocs les plus durs du monde. Vous avez peut-être entendu parler de Burden of a Dream, qui est actuellement répété par de très très gros grimpeurs. C'est du 9A et c'est le bloc le plus dur au monde. Voilà. Donc les topos vont permettre d'avoir les cotations et aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut grimper. Parce que c'est bien beau d'arriver, d'être devant le bloc, vous avez un caillou, mais vous ne savez pas ce que vous allez devoir grimper. Donc
la topo va aussi vous permettre de dire, bah voilà, la voie est par là et elle va comme ça. Donc vous pouvez voir du coup après les prises. On va en discuter de quelles prises on utilise en escalade. Vous verrez. Elles peuvent aussi vous dire, bah en fait vous avez ça, par contre vous n'avez pas le droit à l'arête. Ça arrive souvent qu'il y ait des blocs où il y a une arête. Bah, ça faciliterait trop le bloc, donc pour le complexifier, on a dit on fait sans l'arête. Et ça, les topos vont vous les donner, ces informations. Donc c'est très important quand vous venez grimper à Fontainebleau d'avoir une topographie du secteur où vous venez. La topo qui est la plus connue aujourd'hui, c'est Funblock. Je vous invite à la trouver, elle est sur le vieux campeur, donc vous pouvez la trouver assez facilement. Nous, c'est la topo qu'on a utilisée version papier, sauf que maintenant on est passé sur des versions numériques. On préfère la version numérique parce qu'au moins on a des photos qui sont à jour, les circuits sont à jour, ce qui n'est pas le cas des topos papier à l'heure actuelle qu'on peut trouver, même si elles sont très bien. Je vous invite vraiment au début, quand vous commencez, vous venez à Fontainebleau pour la première fois et tout, prenez une topo papier. Ça vous habituera aussi à avoir ce petit truc de papier, c'est très très agréable et vous verrez, vous allez kiffer. Et ensuite, la dernière chose dont vous allez avoir besoin, en plus de vos affaires de grimpe, chaussons, compagnie, c'est ce petit bébé-là, c'est ce qu'on appelle un crash pad. Si vous vous rappelez la semaine dernière, ceux qui êtes venus sur le live la semaine dernière, vous avez dû voir qu'on vous avait un petit peu teasé le fait qu'il y avait de la mousse sous les tapis. Et bien en fait, un crash pad, c'est exactement ça le principe. C'est-à-dire que au niveau du crash pad, je vais juste vous l'ouvrir pour que vous voyez, vous avez à l'intérieur de la mousse, de part et d'autre. Voilà. Là, on a deux types de mousse. On a une mousse qui est très très molle et une mousse qui est plutôt rigide. Voilà, donc ça c'est ce crash pad là. Donc là, celui-là, c'est un de location qu'on a loué justement à la salle d'escalade. Hop. Donc c'est pour ça qu'on va le refermer, hein. On l'ouvre pour vous montrer ce que c'est qu'au niveau d'un crash. Et donc en fait ça se met au pied du bloc. Donc vous l'ouvrez, vous le mettez au pied du bloc. Comme ça, si vous chutez, et ben ça évite de tomber sur des racines, ça évite de tomber sur des cailloux, vous tordez les chevilles, etc. Vous tombez sur de la mousse qui va vous réceptionner et qui va vous permettre d'avoir une chute amortie. C'est sûr que là, le crash qu'on a aujourd'hui, c'est un crash qui va être typique de ce qu'on va retrouver sur du circuit. Donc c'est des crashs qui sont tout petits, qui sont très fins. Donc c'est des crashs qui amortissent un petit peu moins les chocs que ce qu'on pourrait trouver sur des très gros crash pads. Mais c'est très bien pour quand on fait du circuit, parce que quand on fait du circuit, bah, on a juste ça à se balader, c'est très léger, on peut le mettre dans son dos, on peut se balader très facilement avec, et ça évite d'être trop encombré, parce qu'on a aussi nous du coup un très très gros crashpad, qui lui est le nôtre, là c'est de la location comme je l'ai dit, et notre crashpad il est vraiment très très gros. Alors il amortit bien, hein, c'est vraiment un gros qui prend bien les chocs, mais il est gros, donc bah, forcément à balader quand on fait du circuit, c'est très très chaud. Donc pensez-y, quand vous allez, donc préférence, venez avec des gens qui savent grimper, qui auront sûrement déjà leur topo, qui auront des crashs, qui auront tout. Mais si jamais vous allez pour la première fois, bah, n'hésitez pas à aller louer des crash pads. Vous avez les différentes salles de Paris qui vous louent des crash pads. Donc par exemple à Arcos Massy, on en avait déjà parlé, ils louent des crash pads. Nous, dans notre secteur, on a du coup la salle d'escalade de Butier qui loue les crash pads, hein. C'est là où justement on a été loué celui-là. Et en fait, vous allez pouvoir louer des crash pads un petit peu partout pour pas trop cher. Là, on en est pour 20 € la demi-journée. À Arcos, je crois que c'est un petit peu plus cher. C'est à peu près 40 € je crois la demi-journée, un truc comme ça. C'est quelque chose dans ces eaux-là. Donc voilà, donc c'est chaque salle va avoir ses crashs, va avoir ses propres prix, etc. Mais ça peut aussi valoir le coup des fois de payer un petit peu plus et d'avoir des crash pads de meilleure qualité. Parce que là, on est sur vraiment du tout petit crash pad qui est très bien quand on fait du circuit. Mais si jamais on devait aller faire des gros blocs très durs, etc., qui étaient ce qu'on appelle des highballs, donc des blocs très très hauts, ce qu'on va retrouver pas mal à Butier, bah, je ne vais pas aller faire mes highballs avec ce genre de crash pad. Je vais plutôt prendre un plus gros crash pad et même plusieurs gros crash pads. Donc là, si je devais faire une location, bah, je ne ferais pas une location ici pour avoir des tout petits, mais j'irais plutôt louer un très gros crash pad plutôt vers Arcos. Donc voilà. Mais c'est... De quoi? À Decathlon aussi, ils ont des crashs, ils ont les crash pads de Simon qui peuvent aussi louer. Donc vous pouvez vraiment trouver un petit peu partout, hein, des crashs. Vous avez même des salles à Fontainebleau même qui louent. Vous avez une auberge dans la forêt de Fontainebleau, donc c'est pas à Fontainebleau la ville, mais dans la forêt de Fontainebleau, qui loue aussi des crash pads, des chaussons et compagnie. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour quand même venir pouvoir vous initier. Mais on vous invite quand même venir avec vos chaussons. C'est quand même bien mieux d'avoir ses propres chaussons. Et avec un crash et une topo. Vous verrez que ça peut être vraiment très très utile. Et un pod pour vous parer, bien évidemment. Ça, c'est important. On va en parler de toute façon de l'assurage. Autre chose par rapport à la magnésie, vous notez que j'ai pas Mani avec moi. J'ai un vrai sac à magnésie avec de la vraie magnésie en poudre dedans. Alors, je vous recommande très fortement, si vous venez à Fontainebleau, de venir avec de la magnésie en poudre et pas de la magnésie liquide. La liquide, elle est très bien pour les salles parce qu'elle évite qu'il y ait beaucoup de propagation, beaucoup de poudre dans l'air. Ce qui fait que pour respirer dans la salle, c'est beaucoup mieux parce qu'elles ne sont pas forcément très bien aérées. Par contre, pour Fontainebleau, le problème de la magnésie liquide, c'est qu'elle contient beaucoup plus de produits, elle sèche beaucoup plus fortement et donc quand vous allez sur de la roche, à brosser derrière, c'est beaucoup plus dur, donc ça laisse plus de traces. Donc c'est plutôt recommandé quand vous allez grimper à Fontainebleau de plutôt faire de la magne en poudre qui est beaucoup plus facile à enlever et à brosser. Alors nous on n'a pas la brosse là avec nous, je n'ai pas pensé à la prendre, j'étais un petit peu bête pour le coup. On aurait dû prendre la Simonde qu'on a vue. J'avais dit. Mais elles vont pas revenir. Allez,
Et donc du coup, on va aller sur la suite des blocs. Je vais juste prendre mes chaussons, parce que bien évidemment, si je veux pouvoir grimper, il me faut mes chaussons. Et on va aller au premier bloc, dans ce décor magnifique de live. Ça change complètement des lives qu'on a pu faire jusqu'à maintenant en salle. Allez, à l'aventure! Donc c'est là que vous allez découvrir un truc qu'on appelle les marches d'approche. Donc je vous conseille de ne pas marcher avec vos chaussons. Là ouais, c'est bien ce qui me rappelait, il y avait un trou ici, donc on va faire le tour par là. Hop, hop, hop. Donc ils sont des trucs qui peuvent être des fois un peu casse-gueule. Hop. Mais c'est aussi ça de se balader en forêt. On va aussi parler des descentes, comment on redescend d'un bloc. Vous allez voir que des fois, la redescente est des fois plus dure que la montée. On en parlera un petit peu. Et ensuite, on va vous montrer. Donc on va faire le premier bloc du circuit jaune, hein, bien évidemment. L'idée, c'est de faire avancer petit à petit dans le circuit jaune. Et une fois qu'on aura fait notre circuit jaune, eh ben, on fera la suite tranquillement. Vous verrez ça petit à petit. Hop. Oh, il y a un petit lézard, je ne sais pas si on arrivera à le filmer. Non, ah, le lézard peut-être. Non, peut-être. Je ne sais pas si on le voit. Non, parce que madame n'a pas tourné du tout la caméra pour montrer le lézard. Donc on ne verra pas du tout le lézard. Mais ça aussi, c'est un truc que vous allez pouvoir rencontrer. Vous allez pouvoir rencontrer plein de petits animaux. C'est trop bien. La dernière fois, on avait rencontré un super lézard vert. C'était pas les lézards classiques qu'on peut trouver chez soi, hein, ce qu'on appelle les Podarcis muralis. Là, c'était vraiment un lézard ouvert, très beau, très magnifique, typique de ce qu'on peut retrouver plus en forêt qu'ailleurs. Et donc du coup, le bloc 1, normalement, il est par là, il me semble. Que je sais exactement de quel bloc il s'agit. Je sais juste pas exactement où est-ce qu'il est par rapport à maintenant. Alors, le bloc 1, il doit être normalement par là-bas. Je le vois. Enfin, je l'ai entrevu. Maintenant, je ne l'entrevois plus, je le vois. Hop, hop. Alors, donc là, l'un des intérêts qu'on a aussi avec ce secteur-là, c'est que c'est un secteur qui est sablonneux. C'est-à-dire qu'on est dans du sable hein, au niveau des pieds. L'intérêt qu'on a avec les secteurs sablonneux, c'est que le sable amortit déjà naturellement pas mal. Donc c'est plutôt bien, parce que ça fait qu'on peut avoir des crash pads un petit peu moins imposants et quand même être bien amortis dans nos chutes. Et donc on arrive normalement au premier, qui est donc celui-ci. Je ne sais pas où démarre le 1. C'est le seul détail. Touk, 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 touk. Et ben c'est là. Parfait. Alors, on va maintenant vous expliquer comment ça se passe quand on grimpe un bloc et qu'on arrive. Donc, je suis arrivé, j'ai trouvé mon bloc. Donc, j'ai mon petit bloc qui est ici. Je peux approcher la caméra pour justement qu'on puisse montrer le marquage. Et donc, il y a un petit truc, c'est que vous avez une petite marque jaune avec un 1. Donc là, le 1 est un petit peu effacé, mais c'est le 1. Et donc, cette marque jaune, elle vous dit, et ben en gros, vous vous mettez face à la marque. Voilà votre bloc. Vous allez devoir faire donc cette ascension-là. Après, donc là maintenant on sait où est notre bloc, on sait que c'est celui-ci qu'on va devoir sortir par ici. Maintenant, je vais défaire mon crash pad parce que je sais où je grimpe. C'est un petit peu trop serré. Voilà. J'ouvre mon crash pad, je le mets au pied de mon bloc, ce qui veut dire que si je chute, et ben je chute sur le crash pad et donc je suis sécurisé, je ne risque pas de me tordre les chevilles dans des racines, ce genre de choses. Et maintenant, on va arriver sur la partie la plus intéressante. Donc là, nous, ça va être normalement regarder la topo. Là, j'ai pas trop besoin parce que on est sur le circuit jaune. Donc là, normalement, on regarde la topo pour savoir quelles sont les prises qu'on n'a pas le droit. Ça, la petite particularité en escalade en extérieur, c'est qu'à la différence à l'intérieur où vous avez les prises, on vous dit vous n'avez le droit qu'à ces prises-là. Et ben en extérieur, c'est l'inverse. On vous dit vous n'avez pas le droit à ces prises-là. Alors, sur du circuit jaune, c'est pour ça qu'on n'aura pas trop regardé la topo, on a juste regardé la topo pour savoir où sont les blocs. Mais sur le circuit jaune, il n'y a pas de prise interdite. C'est aussi simple que ça, c'est des blocs qui sont très faciles, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle prise. On ne va pas vous interdire une prise si le bloc est censé être très facile. Au contraire, plus vous pouvez vous faciliter la tâche, mieux c'est. Ensuite,
comment je démarre mon bloc? Parce que là, du coup, je vois, ok, bah, où est-ce que je mets les mains, où est-ce que je mets les pieds? Et bah, sur le circuit jaune, on est sur ce qu'on appelle les départs debout. Donc, vous avez 3 types de départs. Vous avez le départ debout, le départ codifié et le départ assis. Le départ debout, c'est je me mets, alors je vais me mettre en chaussette du coup sur le crash, je me mets debout, tout ce que je peux toucher avec mes mains, peut-être une prise de départ, tout ce sur quoi je peux mettre mes pieds, peut-être une prise de départ. Donc je peux littéralement utiliser les prises que je veux. J'ai cette liberté absolue quand je suis sur un départ debout. Quand je suis sur un départ codifié, on va peut-être me dire, bah en fait, tu as une main gauche qui doit être là, une main droite qui doit être là, et ton pied qui doit être ici. Bon, bah ça veut dire que je dois démarrer de cette manière-là. C'est codifié, on vous dit, voilà vos prises de départ. Après, une fois que je suis dessus, je peux me dépatouiller comme je peux et je peux prendre les prises que je veux. Mais par contre, les prises de départ vont être imposées. C'est la seule restriction. Et le départ assis, c'est encore plus compliqué parce que du coup, à la fois les prises sont codifiées et à la fois, c'est comme le nom l'indique, vous êtes assis. Donc c'est-à-dire que je vais m'asseoir, devoir placer mes pieds, aller chercher les mains qui sont à ma disposition et me lancer dans le bloc en levant mes fesses et en partant. C'est les départs assis. Alors, bien évidemment, on ne va pas trouver de départs assis aujourd'hui dans ce qu'on va faire, pour la simple et bonne raison que les départs assis, vous allez les retrouver à partir du 6e degré. Et on ne va pas faire de 6e degré aujourd'hui, d'accord? J'ai sorti un 5B tout à l'heure, j'étais content. Alors, le jaune, le circuit jaune de Buttier, parce que chaque circuit jaune va avoir aussi un peu ses cotations. À Buttier, on est du 1A au 2B, je crois. Je crois que le bloc le plus dur, c'est du 2B. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est grosso merdo du jaune à Arcos. Voilà, c'est quasiment que du jaune aujourd'hui. On a aussi donc le circuit orange qui est beaucoup plus loin de l'autre côté dans la forêt, qui lui va plutôt osciller entre le 2A et le 4A. Donc le 4A, il y a 4 ou 5 blocs, je crois, qui sont côté 4A, donc c'est les blocs les plus durs du circuit orange. Et donc là, on est plutôt sur du vert. D'accord ? Et après, on a le circuit bleu qui lui fait du 4-5, où là, on est vraiment sur du bleu. Et après, on a du 6. Et là, on va être sur du rouge. Donc là, c'est sur ça que moi je dis les cotations qui sont notées à Arcos ne correspondent pas forcément aux cotations Fontainebleau. Parce que moi, si je devais coter aujourd'hui, à peu près, je dirais approximativement, si vous êtes dans le jaune, vous pouvez venir faire du 2 à Fontainebleau. Si vous êtes dans le vert, vous pouvez venir faire du 3 à Fontainebleau. Enfin, d'ailleurs, c'est. Si vous êtes dans le jaune, vous pouvez faire du 3. Si vous êtes dans le vert, vous pouvez faire du 4. Si vous êtes dans le bleu, vous pouvez faire du 5. Si vous êtes dans le rouge, vous pouvez faire du 6. Si vous êtes dans le noir, vous pouvez faire du 7. Et si vous êtes dans le violet, vous pouvez commencer à attaquer du 8. C'est à peu près comme ça que je le dispatche, mais ça va être aussi au ressenti de chacun parce que potentiellement, vous allez peut-être trouver des blocs qui sont dans votre niveau, que vous pouvez largement flasher et que pourtant, vous allez galérer comme des fous. Je sais qu'on a eu la toute première du circuit orange, je ne l'ai toujours pas sorti. Voilà, un 4A et je ne l'ai toujours pas sorti. Alors qu'en parallèle, j'ai sorti un 5B ce matin. Voilà, ça va dépendre aussi du style du bloc, ça va dépendre aussi de à quel point vous êtes chaud ou pas, de si vous avez la bonne bêta, de si vous avez une bonne lecture, etc. Donc la lecture, c'est très très important. Donc du coup, on va commencer par faire ce petit bloc et on va vous montrer un petit peu comment ça se passe, la grimpe en extérieur. Alors, non seulement j'ai un petit crash pad qui me permet du coup de pouvoir grimper en toute tranquillité, de pouvoir tomber sans me faire mal, mais je vais aussi avoir besoin d'autres choses en plus de ce crash pad. C'est la caméra woman qui va donc faire ce qu'on appelle me parer. Alors, à quoi ça sert de parer et pourquoi c'est pas utile en salle? Parce que je vois des gens qui sont en salle qui sont en mode ah je vais te parer, je vais te parer. Non frère, ça sert à rien en salle. Ça sert que si jamais il y a un mouvement où la personne se met la tête à l'envers. Là, à la limite, ça peut valoir le coup de parer un petit peu pour éviter que la personne tombe sur la nuque. Mais sinon, dans l'ensemble, s'il tombe, il tombe sur des tapis dans tous les cas. Là, pourquoi c'est intéressant? Parce que là, par exemple, alors, sinon, ça risque pas d'arriver là maintenant, mais je sais pas si dans le cadre on le voit, il y a un rocher juste derrière. On le voit dans le cadre? Ouais. Ok. Donc il y a un rocher qui est juste là. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri qu'à un moment, j'ai la main qui parte et je parte comme ça. Si je tombe comme ça, en fait, j'aurais beau avoir un crash pad, je vais me prendre le caillou, je risque de me faire mal. Et donc du coup, on a un pareur. Le pareur, lui, son rôle, c'est tout simplement d'éviter qu'on tombe en dehors du crash, de ce qu'on fasse, ce qu'on appelle un hors pad, et donc il va tout simplement nous remettre dans le crash pad. Donc son objectif n'est pas de ralentir notre chute, surtout pas, ne pas se mettre en dessous de tout, parce que vous risquez de vous blesser vous et de blesser votre grimpeur, mais c'est de se mettre à l'extérieur du crash pad
et de s'assurer que si jamais il y a un endroit un peu dangereux qu'on n'a pas pu couvrir avec un crash, que si le grimpeur tombe, l'assureur va juste vous repousser dans le crash pour que vous tombiez dans le crash. Donc là, on a le caillou. Donc, madame va se mettre juste à côté du caillou, histoire que si jamais je parte en arrière, elle puisse me repousser tout simplement vers le crash pad. Et évitera tout simplement que je me blesse en même temps que je grimpe. Hop, donc je mets mes petits chaussons. Et donc maintenant, on va pouvoir attaquer le vif du sujet de qu'est-ce que c'est que la grimpe en extérieur et qu'est-ce que ça a de particulier et pourquoi c'est différent de ce que vous allez pouvoir retrouver en intérieur. Pardon. Vous allez voir que déjà, il y a forcément, oui, le cadre en soi. Hein, vous ne grimpez pas dans une salle enfermée avec plein de gens. Vous êtes en extérieur sur du caillou. Mais il y a aussi le fait que, je vais juste vous donner, allez, un petit exercice à la con. Quelles sont les brises que je vais utiliser sur ce bloc? Ouais. Il y en a plein pourtant. Au contraire, je vois madame qui dit il n'y en a pas beaucoup. Alors que bien au contraire, il y en a pas mal. L'idée c'est qu'en fait justement, on ne sait pas forcément quelle prise je vais utiliser parce que on n'a pas la prise qui est visible comme dans une salle. Donc déjà ça change. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, à la différence de la salle, les prises ne sont pas limitées. Vous avez souvent des prises qui vont être interdites. Ça c'est la topographie qui va vous la donner, qui va vous dire cette prise-là, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Par contre, vous pouvez utiliser les prises que vous voulez. Donc des fois, vous pouvez même trouver des prises qui n'étaient pas forcément utilisées. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, je vais commencer. Je vois que j'ai surtout des pieds. Hein, donc je vais placer au niveau de mes pieds. Je vais aller regarder. Je vois que j'ai des petites mains. Paf, paf. Là, je trouve un petit peu tout ce que je peux. Et je regarde. Là, je peux monter mes pieds. Ouais, t'inquiète pas. Je regarde un petit peu. Hop. Là, je peux monter un petit peu plus le pied. Hop. Hop, hop. Et voilà, je suis arrivé en haut du bloc. C'est pas des niveaux difficiles. Là, c'est vraiment du 1A, je vous l'ai dit, c'est du jaune. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop de soucis à prendre le temps de vous expliquer. Là, ce qui s'est passé, vous avez vu, je voulais sortir un petit peu plus par la droite. Moi, je partais un petit peu plus sur la droite parce que je me disais que ça peut être mieux pour moi. Je voyais plus de prises, plus de choses. Mais madame était en mode, ah oui, mais le problème, c'est que pour le cadre, tu vas sortir un petit peu. Ok, c'est pas grave. Je vais partir plus sur la gauche et je vais sortir plus par la gauche. Parce que j'ai cette liberté. Le bloc, on me dit juste, il est là et tu sors par là. Que je sorte de ce côté-là ou de ce côté-là, il sortait toujours dans mon bloc. Après, il faut faire attention aussi parce que potentiellement, par rapport au tracé du bloc, vous pouvez très bien aussi déborder sur le bloc d'à côté. Donc faites attention parce que des fois, le bloc d'à côté, vous êtes en train de faire votre petit 2 et le bloc à côté, c'est du 6. Ce serait con de déborder dans du 6 quand on n'a pas le niveau pour sortir du 6. C'est déjà arrivé à des gens de « Ah putain, je vais partir par là ». Ils font « Mais elle est horrible cette prise !» C'est normal, là t'es sur un 7A. Mais moi je voulais faire un 4B. Oui. Donc voilà. Et donc là, une fois que je suis arrivé en haut, il arrive la chose qui est la plus importante que j'ai oublié de préciser de faire avant de monter. Vérifier la sortie du bloc, vérifier par où on va redescendre. Donc là, en fait, une fois qu'on est arrivé en haut, là c'est le moment où il faut qu'on redescende. Et le but, c'est pas de juste sauter dans le crash pad. En général, vous avez toujours un moyen à peu près de redescendre. Donc là, je vois qu'il y a un caillou qui est sur le côté ici. Donc à mon avis, quoique, je peux passer juste derrière en fait. Hop, repasser derrière. Il y a une sortie derrière. Hop. Voilà. Et là, je vais sortir tranquillement parce que du coup, j'ai trouvé où était ma sortie. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois, le plus dur, c'est la sortie par les blocs. Parce que des fois, en fait, on ne trouve pas forcément par où on doit sortir. Et donc, du coup, on arrive et on est en mode, oui, là, je vois pas où je dois sortir, comment je fais, etc. Là, j'ai même l'impression que la désescalade est un poil plus dure que le bloc en lui-même. Mais voilà. Hop. Et maintenant que je suis redescendu, attention, magie, j'apparais dans le cadre. Voilà, donc je suis descendu derrière parce qu'il y avait une petite descente sur laquelle je pouvais descendre. Alors des fois, comme je l'ai dit, il y a certains blocs où c'est beaucoup plus dur de descendre. Les blocs les plus durs à descendre, et je vous invite à bien regarder dans vos topos, quand vous faites vos blocs, le type de bloc. Alors, vous allez voir, c'est de la dalle, c'est du dévers, c'est du machin. Et quand c'est écrit pylône, attendez-vous à avoir du mal à redescendre. Parce que en fait, le pylône, très souvent, pour le redescendre, il faut juste désescalader la voie la plus facile, pylône. Sauf que si jamais la voie la plus facile de la montée du pylône est à votre limite, à la redescendre, c'est d'escalader la voie que vous venez de faire. Ça peut des fois être beaucoup plus dur. Donc c'est pour ça que je vous invite à toujours regarder avant et à faire attention à la sortie et à la redescente. Nous, ça nous est déjà arrivé de dire, en fait, ce bloc-là,
pour l'instant, on va le mettre de côté parce qu'aujourd'hui, au niveau de la sortie, c'est un peu trop chaud. Je sais que madame, elle a beaucoup plus de mal avec la sortie parce que elle a plus peur des hauteurs. Hein. Ça, on avait déjà parlé que y a la peur du vide qui agit forcément. Donc, quand on est debout sur un bloc et qu'on te dit pour sortir, il faut faire un saut sur le bloc d'en face, ça peut ne pas mettre bien certaines personnes. Elle disait voilà, c'était le Grand Canyon alors qu'en réalité, il y avait ça entre les deux blocs. Si, il y avait vraiment ça entre les deux blocs. Mais vous voyez, c'est parce que forcément, avec la hauteur du bloc, le bloc est monté à peu près à 5 mètres, faire un saut d'à peu près 1 mètre sur un autre bloc en contrebas, alors qu'on est déjà à 5 mètres du sol, quand on a peur du vide, c'est dur. Donc c'est pour ça, faites très attention aussi, analysez bien la redescente. Et n'hésitez pas, si vous démarrez en forêt, que c'est votre première fois à venir en forêt, à tout simplement vous dire, en fait, ce bloc-là, oui, je peux le monter, mais par contre, je ne pourrais pas le redescendre. Donc vous amusez pas à vous mettre un coup de flip, dites-vous ok, pour l'instant je me sens pas de redescendre le bloc, je vais monter un autre bloc. Voilà, ce bloc là, tant pis, je le fais pas. Ce sera beaucoup plus pratique, ça vous évitera en fait de vraiment vous faire des peurs et de rester bloqué en haut, hein, ça peut arriver. Après, un truc que nous on a prévu dans lequel on a prévu d'investir, c'est une échelle télescopique pour pouvoir la déplier. Comme ça en plus pour les redescendre c'est beaucoup plus facile, t'as vu ça redescendre dans l'échelle. Mais c'est bien aussi parce que par exemple quand on veut monter un bloc, des fois il y a des prises qui sont en hauteur qu'on veut brosser un coup. Au moins on pose l'échelle, on monte, on brosse, on redescend. C'est très très bien pour nous. Mais bien évidemment c'est du matos qu'on va pas vous conseiller d'avoir tout de suite parce que au début vous n'allez pas avoir besoin d'une échelle. Hydratez-vous. Oui. Toi si tu veux faire là. Ok. Alors la numéro 2. Il me semble que le numéro 2 elle est juste derrière. Là je vais regarder sur la topo. On regarde sur la topo, on est juste là. En effet, la numéro 2, elle est juste derrière. Parfait. Du coup, ou alors c'est peut-être les 3 là. Alors je sais pas si c'est vraiment derrière ou si c'est juste là. Ah bah non, elles sont là, 2 et 3. On a la 2 et la 3 qui sont littéralement juste à côté. Parfait. Du coup, c'est là aussi le truc qui est intéressant, c'est que comme on a un crash pad qui est léger, balader entre les blocs, hop, ça va très vite. Là, hop, je peux tout de suite aller placer mon crash pad à côté de mon deuxième bloc. Voilà, donc ça c'est le bloc 2, c'est la suite. Et donc on est sur un profil qui est un petit peu différent, etc., etc. Alors souvent dans les blocs les plus faciles, vous allez retrouver pas mal de dalles, c'est normal, hein, puisque c'est ce qu'il y a de plus commun, on va dire, à Fontainebleau, hein, c'est la dalle. Vous en trouvez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en même temps, c'est parce que à Fontainebleau, vous entendrez souvent des grimpeurs vous dire Fontainebleau, c'est l'école de la pose des pieds. C'est vrai. Il n'y a pas plus vrai que de dire que Fontainebleau, c'est l'école de la pose des pieds. Parce qu'en fait, les prises que vous allez trouver ici, ce qu'on va appeler une bonne prise ici, c'est une prise immonde en salle. Est-ce que c'est bon pour vous? Comme le dirait notre très cher à tous Mastu. C'est peut-être Mastu. Non, je sais que c'est Squeezie, hein, c'est bon. Mais vous allez voir que voilà, il y a des prises où vous allez vous dire ah putain, ça c'est dégueulasse. Et en fait, en roche, déjà la roche n'a pas la même adhérence. Hein. Là déjà, j'adhère beaucoup plus sur ce genre de truc. Hein. Vous voyez, ça c'est juste un plat. Je peux limite le tenir juste en faisant ça et en serrant un tout petit peu les doigts. Donc comprenez bien qu'en forêt, on n'a pas du tout les mêmes préhensions. Et en plus de ça, il y a des prises où vous allez vous dire là, je vois pas forcément de pied. Là, il y a un super pied. Là, il y a un super pied. Là, il y a plein de bons pieds. Au niveau des mains, il n'y a pas forcément de très bonnes mains, mais il y a des bons plats au-dessus. Vous voyez, c'est exactement ça la forêt de Fontainebleau. Et du coup, c'est souvent, faut que je place mes pieds. C'est d'abord, je vais placer mes pieds. Je vais te passer du coup le téléphone pour que tu aies le chat en même temps. Ce sera plus simple que ce soit toi qui aies le chat d'ailleurs que moi. Et ça va être que ça. Ça va être comment je place mes pieds. Je me place et j'y vais tranquillement. Et l'idée, c'est de prendre son temps dans Fontainebleau. C'est pas de se précipiter. Il y a des moves qui vont des fois vous demander d'être dynamique, de vous précipiter, etc. Mais il y a beaucoup de moments où ça va être de la pause tranquille, de vraiment je me place, j'équilibre, je fais machin et j'y vais le plus statique possible. Et c'est pour ça que ça vous force à vraiment bien placer vos pieds. Chose qu'on n'a pas forcément l'habitude quand on grimpe au début, parce que c'est vrai que c'est ce que je vous expliquais beaucoup, hein, c'est que souvent quand on débute, on fait beaucoup l'erreur d'utiliser les bras en priorité, alors que tout vient quasiment des jambes en escalade, ce qui est un peu contre-intuitif, hein, puisqu'on s'imagine bien plutôt en train de tirer avec ses bras, alors qu'en réalité, on tire pas vraiment avec les bras, on pousse surtout avec les jambes. Voilà, c'est là la petite différence. Et ça, Fontainebleau, il va vraiment vous l'apprendre, parce que vous verrez que vous aurez des mains, vous serez en mode « jamais je tire là-dessus ».
Bah oui, tu peux pas tirer là-dessus, pas avec tout ton poids. Tu vas être obligé de décharger le plus possible pour avoir le moins de poids possible, et là la prise elle sera bonne. Et qu'est-ce qui fait que tu décharges ce poids? Et ben c'est en utilisant tes pieds. Plus tu vas mettre de poids sur les pieds, mieux ce sera. Et ça va vous apprendre à faire confiance à des pieds. Oh là 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 là. Je vous jure que vous trouverez des pieds Fontainebleau qui sont très très bons. C'est des ongles. C'est vraiment l'épaisseur d'un ongle. Un ongle un petit peu long avant qu'on le coupe. Vous voyez le truc? C'est à peine 1 ou 2 millimètres. Voilà, c'est ce genre d'épaisseur là. Madame, elle a l'image de l'ongle du coup dans la tête et elle s'imagine en train de grimper sur des ongles, j'imagine. Mais du coup, voilà, ça c'est une des choses que vous allez retrouver pas mal à Fontainebleau, c'est ces écailles. Je pense qu'on en verra peut-être. Je pourrais vous en montrer un petit peu plus. Que vous voyez un petit peu l'épaisseur de ces trucs-là et que vous verrez qu'en fait, on met les pieds dessus, on tient dessus. Ce qui fait que d'ailleurs, quand on arrive en salle, on est en mode, ben, ce pied-là, il est bon. Ouais, ouais. En fait, tant qu'il n'est pas glissant, le pied, il tient. Parce que c'est aussi l'avantage de la roche. Et après, il y a un autre détail aussi qu'on a oublié de vous présenter, qu'on n'a pas pris d'ailleurs avec nous, on aurait dû. Mais c'est pas trop grave parce que j'ai des strates. C'est un autre truc que j'ai oublié de préciser, c'est prenez avec vous un paillasson. Alors pourquoi prendre un paillasson? Moi je vais utiliser mon pantalon, ça revient exactement au même, parce que j'ai un pantalon qui est abrasif, donc ça me permet de pouvoir me frotter les pieds. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour une simple et bonne raison, parce que souvent vous allez voir qu'en forêt, bah, vous allez vous dégueulasser vos chaussons en marchant simplement dehors. Et donc derrière, bah, quand vous allez mettre vos pieds sur les prises, bah, vous avez du sable, de la terre entre votre chausson, le caoutchouc qui adhère et la roche, donc ça adhère plus, ça glisse. Et aussi parce que bah, potentiellement avec le sable notamment, vous allez racler les prises qui sont sur les rochers et donc vous allez les abîmer et au bout d'un moment bah, le rocher ne sera plus praticable. Voilà. Alors, là, tac. Oh, c'est pas mal ça. C'est des bonnes molles. C'était où que j'avais vu mon pied? C'était là. Hop. Hop. Et voilà. Et là maintenant pour redescendre, ça a l'air d'être pareil de l'autre côté où il y a des marches de l'autre côté. C'est parfait. Hop. Salut. Je suis grimpeur. Et vous? Alors un autre détail aussi que je vous invite à très fortement faire, c'est vous déchausser. C'est encore plus important quand vous grimpez en extérieur. Déchaussez vos chaussons que quand vous le faites en intérieur. Parce que là, comme quand je vous dis que c'est l'école de la pose des pieds, c'est parce que vraiment vous allez tout mettre sur vos pieds. Vous n'allez pas avoir le choix que de tout mettre sur les pieds. Le problème, c'est que si vous mettez tout sur les pieds, bah forcément vous mettez plus de charge dans les orteils, donc vous les abîmez plus et vous allez vite avoir mal. Donc déchaussez. Plus vous allez déchausser, mieux ce sera. Et un petit truc que je vous recommande d'avoir aussi, c'est les petites protections en silicone bleu que je mets sur mes petits pouces. Ça, franchement, à Fontainebleau, je vous jure, c'est trop bien. Je vais vous montrer ça en même temps que je vais passer sur le bloc d'à côté. Hop. Touc, 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 touc. C'est les petites protections bleues que je mets là sur mes orteils. Je sais pas si on les voit bien. On les voit bien? C'est sûr parce que t'es pas derrière la caméra. D'accord. Donc là, on a ces petites protections bleues là. Et en fait, ces petites protections bleues là, elles sont du coup en silicone et elles vont me permettre de garder une certaine compression sur mon orteil et éviter qu'il y ait un trop gros afflux de sang dedans. Ce qui évite les ongles noirs et ce genre de choses qui sont vraiment pas agréables. Surtout que bah, une fois que vous avez les ongles noirs, vous pouvez potentiellement avoir les ongles qui sautent. C'est pas ouf. Je vous le dis, c'est pas ouf pour avoir fait l'expérience. La première fois que je suis venu à Fontainebleau, depuis je fais très attention à ça. Parce que mes pieds, c'est un petit peu un outil que j'utilise beaucoup. Donc si je pouvais éviter de les flinguer, ça me ferait plaisir. Et donc du coup, on va passer sur le petit 3 qui est littéralement juste à côté. Donc ça, c'est pas très compliqué. Donc là, je vais en profiter en même temps pour... Voilà, un petit peu. Le pareur est derrière. Bon, là, oui, on montre sans le pareur, bien évidemment. C'est pour ça qu'on fait le circuit jaune. Mais pensez-y que quand vous venez, ayez un pareur pour faire en sorte que vous tombiez bien dans le crash pad. Là, on n'a pas trop souci sur ces blocs-là parce qu'il n'y a pas de danger à l'extérieur. Je tomberai potentiellement, si je fais un hors-crash, si je fais un hors-pad, bah, je suis dans du sable. Je vais pas mourir parce que j'ai fait un hors-pad dans du sable. J'ai déjà fait un hors-pad dans un buisson. Bon, voilà. Oui, j'ai déjà fait un hors-pad et vous l'avez vu, normalement. Que ce soit sur YouTube ou sur Insta, ils sont tous les deux sortis. Vous avez tous les deux le short et le reel où vous me voyez faire un hors-pad magnifique. Où en gros, je fais un run jump pour aller claquer un bac et je n'arrive pas à tenir le bac. Je pars en arrière, je fais un hors-pad, je tombe dans un buisson en faisant un roulé-boulé.
Et vous avez même pas la suite, parce que normalement, ça devait être mon patron. Pour vous dire, j'étais avec mon patron. Mon patron devait du coup me parer. Il ne l'a pas fait parce qu'il était en mode c'est bon, il l'a. Il m'a juste regardé me casser la gueule et faire un hors-pad. Et le premier réflexe qu'il a eu, c'est de faire ça devant la caméra. Je ne l'ai pas laissé sur la vidéo le pouce, mais je vous jure, j'ai la vidéo où on me voit faire un hors-pad et mon patron qui fait ça devant la caméra. Je suis en mode putain. Donc bien évidemment, hein, faites attention à ça quand vous allez dans un endroit qui est un peu dangereux. Donc là, par exemple, nous sur Butcher, là on va être sur un secteur qui est plutôt ouvert, donc il n'y aura pas trop de risques. Mais par exemple dans le secteur orange, il y a pas mal de blocs qui sont un peu exposés, etc., qui sont coincés entre deux rochers. Donc c'est très intéressant d'avoir un assureur, un pareur en fait, qui va être là pour vous remettre dans le crash si jamais il y a un souci, de permettre de faire en sorte que vous tombiez en toute sécurité en fait. Hop. Bon, on rechausse et on fait ce numéro 3. Donc là, vous voyez bien qu'on est vraiment dans une balade de santé hein, pour nous. De toute façon, c'est l'objectif, c'est pas de faire des blocs qui soient très durs, c'est aussi pour du coup vous montrer un petit peu ce que c'est que la grimpe en extérieur. Et pour nous, c'est aussi un autre défi un peu compliqué qui lui est un petit peu plus dur parce que ça devient du défi plus d'endurance, c'est de faire un circuit entier. Là, c'est le circuit jaune. Alors bien évidemment, on ne fera pas le circuit jaune en intégralité sur ce live. Je pense pas qu'on aura le temps de le faire dans son intégralité. C'est 28 blocs à faire. On pourrait tous les faire, c'est pas un problème. Mais voilà, on va faire quand même un petit peu attention à ça. D'accord, elle cherchait le 4. Parce que je la vois partir, je me dis, bah tiens, pourquoi est-ce qu'elle s'en va? Alors. Ah oui, d'accord, il y a une autre main, il y a une main qui est là, qui est un petit peu mieux. Hop. Hop. Et là, vous voyez, c'est des petits pieds. Et là, c'est vraiment, je dois faire confiance à mes pieds. C'est-à-dire que là, je peux enlever mes mains et monter. Et ce qui fait que très souvent, quand vous allez grimper, en fait, vous allez poser votre main à plat sur le rocher et pas trop chercher à saisir une prise. Ou alors, quand vous allez en saisir une, c'est vraiment un plat ou quelque chose, vous n'avez pas forcément l'habitude de tirer d'habitude. Et que là, vous allez pouvoir tirer dessus parce qu'en réalité, bah, tout est sur vos pieds. Donc, vous pouvez décharger très facilement au niveau des mains. Alors, attendez, hop, je vais juste déchausser avant de redescendre parce que moi, ça me tire pas mal les orteils. Parce que comprenez que nous, hein, on est sur le secteur depuis ce matin. Donc forcément, comme on est sur le secteur depuis ce matin, on n'a pas regardé les cailloux depuis ce matin. Hein. On a bien grimpé, on a attaqué le circuit orange, on a fait, enfin moi j'ai attaqué un de mes projets qui était un 5B. J'allais pas attaquer les 6A aujourd'hui parce que j'ai des 6A en projet. J'en ai parlé un petit peu déjà en live. J'ai 2 6A en projet ici, si vous voulez, je pourrais vous les montrer juste après, quand on aura fini. Hop, hop. Ils sont pas très loin derrière. Hop. Mais du coup voilà, pensez-y. La pose de pied, c'est ce qu'il y a de plus important, surtout quand vous êtes en extérieur. Et déchausser. Essuyez-vous bien les pieds avant de monter sur un bloc, analysez la sortie. C'était beaucoup d'informations. Mais à force de vous les dire, pendant ce live, je pense que ça va finir par rentrer. Vous allez finir par les connaître, ces petites règles toutes simples à connaître. Hop. Et là, vous voyez, c'est pour ça qu'on prend un crash pad qui est léger, parce que du coup, bah, c'est beaucoup plus facile. On n'a plus qu'à prendre. Et un autre truc aussi qui est intéressant avec un crash pad, je vous montre la petite astuce à Bibi. Vous ouvrez votre crash pad, vous mettez vos pompes, vous mettez vos bouteilles d'eau. Hop. Ah bah celle-là, elle est vide. Vous refermez et hop, vous pouvez vous balader. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile de se balader entre les blocs. Alors je pense que le 4, il doit être plus par là. Par contre, avec les chaussons... Alors attendez. Ah oui, important de vous montrer ça. Nous, du coup, ça nous donne un petit indice. Le deuxième téléphone, c'est toi qui l'as. Petit détail, le petit point jaune qui est ici. Ce petit point jaune, il indique que le circuit jaune, il continue par là. Alors pour être précis, on va continuer sur le chemin, hein, c'est le chemin qui nous indique précisément. Et là, normalement, le 4, ah non, c'est longer le bloc. Voilà, on longe le bloc pour arriver normalement sur le 4 qui est juste ici. Voilà. Voilà, donc là, il nous a indiqué le chemin, on n'avait plus qu'à suivre la petite flèche jaune. J'ai du sable partout dans mes chaussons, c'est un plaisir. Donc là, on est sur vraiment des petites cotations, hein, c'est du 2A depuis tout à l'heure qu'on fait.
Donc comprenez bien que voilà, en termes de cotation, ça vole pas très haut, c'est vraiment des cotations très faciles. Alors pour nous, c'est vraiment très facile. Pour quelqu'un qui démarre sur Fontainebleau, c'est très bien de démarrer avec ce genre de cotation. Parce que justement, c'est pas de la cotation difficile. Ça vous permet de vraiment vous former sur comment je place mes pieds, comment je grimpe, comment je machin, comment je bidule. De vous apprendre les gestes de sécurité. Autre chose qui est important, vous avez dû le voir aussi, on a une bouteille qui est vide. Ah, c'est pas grave, on va se la balader avec nous jusqu'à se retrouver une poubelle. Alors nous, on a de la chance parce que pour le coup, on a des poubelles qui sont juste à côté. Madame peut très bien aller jeter sa petite bouteille dans une poubelle qui est juste à côté. Parce qu'on est sur un secteur, pour le coup, c'est ce que j'ai dit, c'est une île de loisirs avant tout. Donc elle a été axée autour des activités extérieures. Donc forcément, il y a des tables, il y a des poubelles, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir jeter. Mais quand vous sortez à l'extérieur, moi, c'est un truc que j'ai souvent avec moi. Quand je vais grimper en forêt, c'est un petit sac poubelle. C'est tout bête, hein, mais c'est très bien parce que vous pouvez y mettre vous vos déchets. Et aussi, truc tout bête, hein, mais si vous tombez sur des déchets quand vous êtes en train de faire votre petit circuit ou je ne sais quoi, en fait, même si vous tombez sur des déchets, ce ne sera pas trop un problème, vous pourrez les ramasser et les mettre dans votre sac poubelle. Et après, dès que vous trouvez une poubelle, bah, vous pouvez jeter vos affaires. Alors attendez, hop, hop, voilà. Alors, là on a donc une bonne prise ici, des petits pieds qui sont là, une bonne prise qui va être là. Et là maintenant c'est la partie un peu où, ok, où est-ce que je vais? Parce que là j'ai pas trop de pieds, j'ai pas trop de trucs. Alors en réalité si j'ai des très bons pieds, donc je vais pouvoir faire ça, monter, sortir. Mais le pied d'ail, c'est que là j'aurais pu être tenté, je me suis pas assis sur la petite araignée, de mettre mon pied sur le rocher derrière pour monter. Ça par contre non. Parce que oui, il n'y a pas de prise interdite, mais il faut qu'elle soit sur le même rocher. C'est quand même au moins la règle. Il faut que tout soit sur le même rocher. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à mettre des pieds en opposition sur des rochers qui sont à côté. Sauf si le rocher à côté en question est ancré dans le bloc. Et ça, la topo vous le dira. Elle vous dira, vous avez ces deux blocs-là. Ça arrive, hein, on a un bloc un peu plus loin qui est donc dans le circuit bleu, qui lui utilise deux blocs côte à côte. En fait, c'est un gros bloc qui a été pété en deux au milieu. Et en fait, vous baladez dans la fissure qui est autour de ce bloc-là. Alors, du coup, la redescente, elle est par où? C'est la grande question. J'ai l'impression qu'il faut que je descende par là. Ouais, ça a l'air d'être ça. Je déchausse, hop. Et là, ça a l'air d'être un petit saut à faire, mais c'est pas trop grave. Hop, hop, voilà. Alors, madame me demande si c'est déconseillé de déchausser quand on est en haut d'un bloc. Oui et non. Dans le sens où ça va l'être si jamais vous devez désescalader. Si vous devez désescalader, gardez vos chaussons pour avoir des chaussons qui sont avec des bons appuis, et évitez d'avoir des chaussons qui glissent et de glisser votre pied dans le chausson. Quand vous n'avez pas besoin de trop désescalader ou qu'au niveau de la pose de pied, c'est pas trop grave, vous avez des grosses marches, c'est pas grave de déchausser à ce moment-là. Mais c'est ça qui va être important, c'est le fait de déchausser, c'est pour libérer les pieds. Il faut que vous soyez sûr quand vous déchaussez, que vous puissiez continuer l'activité déchausser. Parce que si vous déchaussez pour prendre une pause, puis vous réchaussez et vous redescendez, pas très utile de déchausser à ce moment-là, autant descendre et déchausser une fois en bas. Là, moi, je sais que je peux me le permettre parce qu'au niveau de la redescente, j'ai pas trop à me soucier au niveau des pieds. Je sais que je peux poser les pieds, qu'il n'y a pas de problème. Donc, je vais me permettre de déchausser sans trop d'efforts, sans trop de soucis. Mais ça peut arriver que vous ayez des blocs où il faut vraiment désescalader et où là, oui, il vaut mieux garder les chaussons. Moi, ça m'arrive souvent dans le circuit orange. Mais il y a des blocs où c'est un petit peu chiant la redescente. Donc, je vais d'abord garder mes chaussons, désescalader le bloc et une fois arrivé en bas, là, je vais déchausser. Ah mais évidemment, il y a toutes les bestioles de France qui viennent nous rendre visite, et c'est normal. Hop, hop. Pouf, pouf, pouf. Hop. Là, il n'y avait pas vraiment de redescente, il fallait juste faire un petit saut, mais regardez la hauteur du bloc. Je pose avec mon poteau The Rock. Ouais, je le connais personnellement. Cette vanne-là va rester à jamais. N'hésitez pas à faire des clips, hein. Je crois qu'en plus on peut les faire maintenant sur YouTube, donc si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas. Faites des clips de moi avec mon poteau de The Rock. Par contre, un mec que j'aimerais beaucoup rencontrer, avec qui je serais vraiment chaud de pourquoi pas faire un live, c'est Jason Momoa, l'acteur qui joue Aquaman. Pourquoi?
Parce qu'il grimpe. Parce que ce mec fait de l'escalade en fait. Il a fait un concept avec Chris Sharma qui s'appelle The Climb, donc qui était une sorte de télé-réalité d'escalade qui était extrêmement intéressante. Il faut que je regarde encore les épisodes. Mais du coup, Jason Momoa était présent avec Chris Sharma, donc un des très très gros grimpeurs américains, mais qui aujourd'hui vit en Espagne. Et ils ont fait du coup ce concept ensemble et j'ai pu découvrir que du coup, le cher Jason Momoa faisait de l'escalade. Bien évidemment, autre petit détail, j'y pense parce que là j'ai le soleil qui me tape dans la gueule. Pensez à la crème solaire. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais pensez-y. Alors, le 5, il me semble, c'est ça? Alors, attendez, hop. Je sors la topo. J'aimerais bien avoir... Ah ouais, je suis déjà au max au niveau de la luminosité, super. Je vois rien, attendez, je me mets à l'ombre. Là, l'écran avec le soleil, je vois rien. C'est pour ça aussi qu'une topo papier, c'est bien. On n'a pas ce problème de oui, mais on voit rien avec l'écran. Donc c'est sur le 5, et le 5 est censé être... Ah, attendez. Si je me mets comme ça, il est censé y avoir un caillou. Quoi? Je comprends pas. Ah, ou alors... Ah, le 5, il est là. En fait, on est passé devant. Il est censé être juste là. Le 5... Peut-être là, non? Attendez, je charge la photo. Là, du coup, c'est une traversée, donc ce qui explique en longueur et qu'il soit pas très très haut. Donc oui, on retrouve des traversées à Fontainebleau. Il va nécessiter pour la cadreuse de devoir me suivre. Ouais, donc c'est bien ce caillou-là. J'ai l'impression, attendez. Peut-être pas. Ah, ou alors c'est peut-être de l'autre côté. Je sais pas exactement où est-ce qu'elle est, mais c'est une traversée. Ah, il y a des feuilles. Ah, si! Là, je vois une flèche jaune qui remonte par là. Donc c'est-à-dire que la sortie de la traversée est ici. Donc ça va nécessiter pour notre camérawoman de devoir se déplacer un petit peu. Et du coup, ça veut dire que le début de la traversée doit être quelque part par là. Je cherche le début de la traversée. Je ne trouve pas. Ça doit être pour les circuits de randonnée, je pense, la flèche rouge. J'aurais tendance à dire qu'elle démarre là. Et j'en sais rien. Ça va être la découverte. Je vais me mettre là, on va dire que c'est à peu près ici. Alors là, pour le coup, vous allez voir que je vais faire sans crash pad. C'est pas conseillé. Parce que pour le coup, je peux pas mettre le crash pad et le déplacer avec la cadreuse qui doit en plus me suivre en caméra. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais vous allez voir. On va se débrouiller. On a toujours moyen de se débrouiller. Donc là, ce qui est bien, c'est que là, je peux tout laisser sur le crash. Je m'en fous parce que bon, j'y vais sans le crash pad. Après, comme c'est une traversée, je vais être proche du sol. Donc dans le pire des cas, si je tombe dans le sable de 30 cm. J'essaie pas de me blesser. Donc là, je peux me permettre de prendre ce petit risque. Mais bien évidemment, vous comprendrez que je déconseille fortement de faire ça. Là, le problème, c'est que je sais pas où démarre la traversée. Je suppose qu'elle va démarrer à peu près là où je suis. Au pire, elle démarre plus loin. Mais le marquage n'a pas été fait. Hop. Vu que c'est du circuit jaune, c'est pas du circuit dur. On sait où est la sortie. Ça se trouve, on est bien avant le départ. On verra. Ça se trouve, en la faisant, je vais faire ah en fait, elle était là. Le départ, il est là. Donc les traversées, petit point, on remontrera le marquage sur le bloc. Vous avez donc votre départ, qui normalement doit être marqué. Hop. Je vais monter sur le caillou, voilà. C'est pour ça que je vous dis que là, au niveau du début, c'est pas un problème. Là, le problème, c'est que je vois pas le départ. C'est la seule chose qui m'embête.
Hop, hop. On a vraiment de très bons pieds. Pas de main par contre, ça c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc là, on a le D rouge. Alors ça doit peut-être être le départ de la rouge. Ça va être juste là. Hop. Donc là, je sais que je peux me déplacer encore, puisque j'ai vu que la flèche pour sortir était de l'autre côté. Donc là, il faut que la caméra elle me suive un petit peu quand même. J'attends la caméra. Comprenez. Hop. Juste de regarder. Je vois vraiment pas. Alors ça se trouve, c'est peut-être justement la... Il considère peut-être que le départ de la jaune, c'est le départ de la rouge qui est juste là. Donc je sais pas. Voilà. Ça de la traversée. Donc, je peux venir faire le tour et venir ici. Que je puisse montrer un truc ici. Hop. J'ai un petit truc à vous montrer ici. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, le départ de la rouge qui est juste là, c'est ce qui va nous servir de redescente au final. Bon, on va supposer que du coup, le départ de la jaune, donc là, je sais pas pourquoi il n'a pas été marqué. Normalement, ils sont censés être marqués, les départs. Donc bah là, il n'y est pas. On va supposer du coup que le départ, c'est la flèche rouge, hein, voilà, c'est ici, c'est le départ de la jaune, de la traversée. Et donc en gros, on démarre ici, et en fait, vous voyez qu'il y a une petite flèche sur le côté, et tac, tac. Ça, c'est pour vous dire, bah, en fait, vous pouvez venir là et sortir par là. Voilà, c'est ça les traversées. Vous avez des flèches, et on va vous dire par où il faut aller, par où il faut passer. Donc des fois, on va dire, vous sortir là, des fois, on va dire, il faut passer là, par en dessous, et après, ressortir. Vous aurez toujours des flèches pour vous indiquer un petit peu les traversées, parce que des fois, les traversées sur la topo, bah, elles vont monter un petit peu, elles vont descendre un petit peu, vous savez pas trop, donc c'est bien d'avoir une topo pour vous expliquer ça. Et des fois, bah, vous avez les flèches qui vous les indiquent, parce que c'est important aussi de savoir où est-ce qu'on va. Alors, bah là, du coup, je vais redescendre. Hop. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est cette petite flèche qui me dit, bah, c'est pour ça que j'ai pu dire que la traversée venait par là, parce qu'en fait, ma flèche, là, elle fait ça, ça. Donc j'ai compris qu'il fallait que je vienne là et que je sorte par là. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis les pieds là, je suis sorti là et puis je suis sorti. Mais du coup, je ne sais pas où est le départ. Ça se trouve, je pense que le départ, il doit être venu du rouge, parce que je vois pas de 5 où que ce soit. Donc je pense on est bien parti du bon endroit. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le numéro 5, petite traversée. On va aller au numéro 6, voire 2, mais je pense qu'on n'ira pas plus loin parce qu'on commence à approcher aussi de la fin du live. Et de la canicule, on est en train de cuire là, je vous jure. C'est un enfer. Et j'aimerais vous montrer quand même, avant de partir, le CISA que je bosse. Vous voyez un petit peu, je vais pas le tenter parce que clairement, pas en état de le tenter. Mais je pourrais au moins vous le montrer. Juste reboire un petit coup parce que commence à faire soif. C'est de l'eau chaude. Oui. Vu que tu as complètement descendu ta bouteille. Non. T'avais déjà tapé dedans avant de toute façon, donc. Pas vrai. C'est depuis le début du live que tu m'avais donné tort. Allez. Du coup, on prend la topo, bien évidemment. Bon, là, je suppose que par contre, le 6, il est plus loin par là-bas. Alors, attendez. Hop. Hop. Déverrouille le téléphone. On va aller se mettre un petit coup à l'ombre quand même. Ah, il a quitté le live. Non, pourquoi t'as fait ça? Voilà, je me remets sur le live pour avoir le chat. C'est important que je puisse savoir ce que vous me dites. Du coup, ça. Et donc le 6, par contre, ouais, c'est bien ce que je pensais. Le 6 est complètement de l'autre côté. Je vais enlever la topo parce que là, du coup, on en aura besoin.
et on va aller se diriger vers le 6. Hop, c'est parti. Oui, à l'aventure, compagnon, je suis parti à l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois. De quoi This channel is offline? Je crois que Twitch est bugué. Alors soit Twitch a bugué, soit il y a eu une panne de courant. Je pense que Twitch a bugué. Ou que mon téléphone a bugué. Ouais, j'ai l'impression que c'est mon téléphone et l'appli Twitch parce que là il charge plus rien. Donc je dois plus avoir de réseau ici. On est bon là de ce côté au niveau réseau? De la caméra? Ouais, donc c'est que c'est bon. Vu qu'on a la 5G, on est bon. Alors, on va par là. Il semble qu'il est juste là. Soit il est juste là, soit il est derrière. Il est derrière. Bon, je vais passer par là, passe par là. Oh! Il doit être là. Non? Mais il est sur la caméra, c'est bon? Tant qu'on l'a filmé, moi ça me va. Du coup, le 6 et 7 doivent être au même endroit, mais c'est bizarre, non, le 6 est censé être sur celui-là. Non, attendez. J'allume Boulder. Hello, we're using the app, voilà, hop, hop. Hop, hop. Circuit jaune. Je vois pas d'autres cailloux que celui-là, donc le 6 doit être là. Après, ça se trouve, on a plus de 6. Ouais, le 7, je l'ai vu. Il doit être potentiellement là, le 6. Ah, je le vois, c'est bon, il est là. Il est juste là. Ah ah! Il s'était caché. Voilà, donc on va terminer sur ce 6. Hop. Sans le chat, je suis désolé, je ne vous vois plus le chat. L'appli, malheureusement. C'est le 6. Il est coupé à cet endroit-là. Bon, désolé, hein, Twitch a complètement planté, donc... Ça se trouve, je ne suis même plus en live, je n'en sais rien. Dans tous les cas, même si je suis plus en live, YouTube, vous avez encore le record normalement. Oui, non, mais là, c'est le on-air vers le PC. Pas vers Twitch. Vers Twitch, j'ai pas vraiment moyen de le savoir. À moins de... Ah, si, j'ai peut-être moyen de le savoir. Attends. Il y a un moyen tout simple de le savoir. Je vais juste faire ça pour m'assurer. Hop. Désolé, hein, mais c'est les problèmes. Alors, je ne sais... Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que les soucis, on ne sait pas s'ils viennent de nous, notre réseau, ou s'ils viennent du réseau extérieur. On n'a pas ce contrôle-là. On n'a pas de régie à l'heure actuelle, hein, malheureusement. Capter, je n'étais pas disponible aujourd'hui pour faire la régie, mais j'ai l'impression que c'est un problème de connexion de mon téléphone. Là, il est en train de ramer du cul pour envoyer la commande de check. Donc ouais. Ah mais du coup pour terminer le live ça va être compliqué. Magnifique. Bon, je vais mettre mes petits chaussons. Hop hop. Pour terminer le live, je sens que ça va être un petit peu folklore. Au pire, je redémarrerai mon téléphone ou je lancerai la commande avec la caméra qui est là. Et tant pis, hein, ça fera un écran noir pendant un instant. Je sais même pas comment il gère le fait qu'on soit plus sur l'appli. Je pense qu'il doit continuer de transmettre. Je sais pas. On verra. Après, on lancera Discord. On coupera avec ce téléphone-là. Normalement, ça ne posera pas de problème. Quitte à ce qu'on ait un petit souci au début, sur la fin de la caméra, mais ça, c'est pas trop grave. Je pourrais vous l'enlever YouTube hein, avec un petit peu de. Ça, c'est parce qu'elle avait un souvenir. Voilà. Et je suis sûr qu'elle va me demander de faire une capture d'écran de ce moment et de lui l'envoyer. Voilà. J'aurais été sûr. Hop. Hop. Et. Tac. Alors. Hop.
Hop. Et vous voyez, je prends le temps de placer mes pieds, de me placer pour pouvoir monter. C'est vraiment, je place mon pied, je m'assure que mon pied est bien placé. Une fois que je suis sûr que le pied est bien placé, là je passe sur la suite. Et je pousse dessus et je monte. Et j'essaye d'être au maximum sur mes pieds et d'être très peu sur mes mains. C'est vraiment la chose qui va être la plus importante quand vous allez grimper à Fontainebleau. C'est utiliser vos pieds. C'est votre outil principal. Bien évidemment aussi, pensez à respecter la faune, la flore et compagnie. Là, je vais juste me permettre de faire un petit saut dans le crash pad. Parce que je pourrais me permettre de redescendre un petit peu, mais j'ai aussi envie de tester un petit peu le crash. Et l'amorti bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, c'est aussi pour ça qu'on l'a loué, parce qu'on aurait pu se ramener avec notre gros crash pad. Mais c'était aussi que, comme on fait pas mal de circuits ici, en fait, on s'est dit qu'il nous fallait un crash pad plus petit, plus léger, plus facile à transporter pour juste faire les circuits. Et là, concrètement, on est dans une situation où c'est un petit qui est assez bien, mais je trouve que peut-être un peu trop mou. Je sais pas. Il faudrait que je teste les deux autres choix qu'on a, parce qu'on a deux autres possibilités qu'il faut qu'on teste. Donc il faudrait que je vois pour les tester et voir ce que ça donne. Bon, on va aller en dehors du circuit jaune. Là, on va sortir un petit peu du circuit. Je vais me remettre mes baskets et compagnie, parce que là, pour le coup, on va pas grimper tout de suite. Et je vais vous montrer du coup le fameux bloc que je travaille depuis maintenant un mois. Ça veut pas dire que depuis un mois je suis dessus et tous les jours je vais dessus. Ça veut dire que j'ai commencé à le travailler il y a un mois et j'ai mis 3 séances dessus, je crois, comme ça. J'en ai pas remis depuis. Il y en a une où c'est pas passé loin. Mais c'est pas sorti parce que voilà, il me manque encore 2-3 petits trucs. Il me manque, c'est du détail, de travailler un petit peu de placement, de hanche, de tout ça. Qui fait que, et puis c'est une technique aussi que je ne maîtrise pas forcément, qui est le reta. C'est une des techniques les plus dures à maîtriser quand on démarre. Et c'est aussi une technique qui est les plus utilisées à Fontainebleau. Il y aura bientôt plus d'eau. Bon, la bouteille, les chaussons, on replie, hop, et on peut se promener. Et on va repartir. Non, on peut pas repasser par derrière, donc on va repartir par là. Madame veut repartir par là. Hop, allez. Et donc là, comme je vous l'ai dit, on va aller donc sur un bloc qui est un petit peu plus loin. Au niveau du réseau, je sais qu'on n'est pas trop mal sur ce bloc-là. Le seul problème, c'est que vous allez pouvoir le voir dans 3 secondes. Une voiture. Je sais pas si on l'a vite fait vu. On l'a vite fait vu, mais on n'a pas vu la plaque, donc c'est parfait. En gros, c'est une route qui mène vers l'observatoire de Butier. Il y a un observatoire astronomique un peu plus loin. On peut voir, on a le petit panneau astronomie. Donc on a un observatoire astronomique qui est plus loin par là-bas, et donc il y a des gens qui y vont en voiture, travaillent dans cet observatoire. Donc là, vous allez pouvoir passer à côté du magnifique secteur, de la suite du secteur jaune. Donc là, on était vraiment sur l'extérieur du circuit, et là, on est vraiment sur le cœur du circuit jaune avec tous les autres blocs. Voilà, pour filmer. On peut voir un petit peu en haut le clocher sur lequel on était au tout début. On voit pas très bien avec les arbres, mais on peut le deviner un petit peu derrière les arbres, si on regarde un peu au travers des feuilles. Et voilà, donc ça c'est le secteur où il y a tous les blocs jaunes, donc c'est des blocs vraiment très débutants, c'est un secteur très sablonneux. Après aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on grimpe moins, ça fait que 6 blocs aujourd'hui. C'est extrêmement chaud, là il doit faire un bon 27-28 degrés, ça chauffe bien. En plus, même si on a du vent frais, qu'on n'est pas trop ensoleillé, il y a quand même le soleil qui tape un peu, donc ça chauffe vite. Donc c'est pour ça que, par sécurité, on préfère grimper plus lentement, plus tranquille et boire surtout. C'est important de bien boire dans ces conditions-là. C'est pour ça que je vous dis, amenez une bouteille d'eau quand vous venez grimper en extérieur. Même si vous grimpez en hiver, venez avec une bouteille d'eau, c'est important. Et ensuite, du coup, je vais vous montrer donc les 2 CISA, parce qu'ils sont 2 en plus, il n'y en a pas un, il y en a 2, que je travaille. Alors il y en a un,
Bon, en fait, je vais travailler en travaillant un autre bloc. C'est le 5B que j'ai sorti ce matin. Et il y en a un autre qui est un peu à part. Je précise bien évidemment que je connais très bien ces blocs-là, parce que mon objectif, un objectif de vie, il va prendre du temps, mais c'est de sortir tous les blocs qui sont dessus. C'est pour ça que j'étais content de sentir mon 5B ce matin, parce que du coup la prochaine étape c'est les 2 CISA. Et le 5B que j'ai fait, c'est la fin d'un des 2 CISA. Le CISA que je vais... En fait, les 2 CISA, il y en a un, c'est le départ assis du 5B. Et l'autre, c'est un départ debout. Alors, on arrive du coup sur un rocher très particulier qui porte un nom. La plupart des rochers que vous trouverez en extérieur portent des noms. Et les voies que vous allez trouver dessus, les blocs que vous allez trouver dessus, sont en général en référence avec ce nom. Le rocher que vous voyez ici s'appelle Atomique. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un putain de champignon d'explosion nucléaire. Voilà, c'est le champignon qui fait... Donc c'est le haut du champignon d'un champignon atomique. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Atomique. Et donc vous avez plusieurs blocs qui sont dessus. Vous avez juste ici, en partant de ces deux-là, on se suspend et on vient chercher à monter son pied là. Et ensuite, là, 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 et on sort. Stairway to Heaven, 5B. 5B que j'ai sorti ce matin. Vous avez ensuite, en partant de l'intérieur, vous avez en fait un gros plat qui est juste là, vos pieds, et en fait vous devez aller faire tac, 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 et faire Stairway to Heaven. Et ça s'appelle Spider's Paradise. 6 à plus. Le boss, c'est dur. Je l'ai bossé justement en faisant déjà Stairway to Heaven. Ensuite, vous avez, alors attendez, je sais plus c'est lequel Welcome et lequel Fantasia. Il y a Welcome to Fantasia et Fantasia. Ils n'ont pas les mêmes cotations. Il y en a un, on part du départ de Spider's Paradise, on remonte jusqu'ici, on arrive ici, sauf qu'en fait, au lieu de sortir là, on vient chercher la réglette ici, on vient chercher ça, et on sort là. Et on a, je crois que c'est Welcome to Fantasia qui fait ça, et ça c'est Fantasia. On part d'ici, et on fait ça, et on ressort par là. On sort par la même sortie. Donc ça, c'est les cotations les plus basses, on va dire. Après, il y a un autre CISA qui est juste après que je vais vous montrer. Mais donc on a celui où on part de là, on fait juste ça et on sort là, c'est 6B. Et celui où on part de là, on fait la remontée ici, on sort là, c'est 6C. Ça, c'est le 6e degré. Et après, si on vient un peu plus par là, il faut décaler un tout petit peu la caméra. Là, ne bouge pas. Juste là où je suis. Ah, on me voit? Eh ben, putain. On saute pour aller claquer ça. Et après, on décale, on fait un reta et on sort. Ça s'appelle Atomic Boy CISA. Voilà, c'est un pur plaisir. Ensuite, on a Atomic Playgirl, Atomic Playboy raccourci. Alors c'est Playboy raccourci, Playgirl, Atomic Playboy et Atomic Playboy aller-retour. C'est les 4 dernières qui sont des traversées. Il y en a une, il me semble que Atomic Playgirl, c'est on part de là, centre de la grosse lèvre qui est juste là, et on fait toute la traversée jusqu'au bout du champignon et on sort. Ça c'est Atomic Playgirl, 8A. On a Atomic Playboy raccourci. On part du coup de Spider's Paradise, on remonte, on fait ça, on redescend, on fait un petit peu et on sort sur Atomic Boy. Donc ça c'est Atomic Playboy raccourci, 7C. Et ensuite, là on arrive dans du dur. Partir du coup de la petite caverne, on remonte, on fait comme sur Atomic Boy, sauf que là on va jusqu'au bout et on sort, comme pour Atomic Playgirl. En fait on redescend d'Atomic Playgirl et on fait Atomic Playgirl en plus. Et donc là on est sur un 8A. Et on a Atomic Playboy aller-retour. On fait ça, on va jusqu'au bout. Et ensuite, on revient jusqu'ici. Et une fois qu'on est arrivé là, on fait Fantasia. Et on sort sur Fantasia. 8B+. Croyez-moi, j'ai tenté de faire Fantasia.
pas une vanne, j'ai tenté de faire le départ de Fantasia. J'ai pris le départ, monté, je n'ai pas pu lâcher de main. C'était impossible pour moi de venir ici, de placer mon pied et de venir faire ce move-là. C'est littéralement le premier move de Fantasia. Je monte, je décolle mes 2 pieds, je ne touche plus le sol, mais je ne peux pas lâcher mes mains. Pour vous dire à quel point c'est très très dur. Rien que pour moi, c'est très très dur. Mais il y a des gens, pour eux, c'est de l'échauffement de faire ça. J'échauffe là-dedans avant d'attaquer, bien évidemment, Atomic, les boys. Les mouches, bien évidemment. Je pue. Je transpire, donc je pue. C'est important de le savoir. Mais du coup, voilà. Donc, c'est les parties les plus intéressantes pour moi. C'est mon objectif de vie, hein, c'est de sortir tous les blocs qui sont présents ici. Et vraiment, c'est costaud. Très très costaud. Bon, est-ce que Discord est revenu? J'ai l'impression que Discord est revenu et que je peux vous faire un au revoir et vous faire des bisous. Attendez, je me mets un petit peu plus sous le caillou. Ça, je suis un petit peu à l'ombre en même temps. Au niveau du cadre, c'est comment? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est... là, je vais dire au revoir. Pourquoi pas se rapprocher un peu, bien cadré et qu'on ait un truc qui soit propre. Mais évidemment, sans se mettre sur la route, parce que pour le coup, il y a des voitures qui passent. Voilà, parfait, merci. Donc voilà. Donc là, vous avez pu voir du coup tout ce qu'on peut faire. Donc là, on est du coup dans Fantasia, hein, techniquement. Enfin, et aussi du coup les traversées qui sont derrière. Mais donc du coup, c'était le dernier live de la saison. Je l'avais annoncé, hein, je l'avais dit. On fait une grande pause juillet-août. Là, on l'avait déjà annoncé qu'on ne ferait pas de live pendant cette période-là. On reprendra normalement vers septembre. On verra encore à quelle date précisément en septembre. Clairement pas le premier week-end, donc pas le 9-10, et sûrement le week-end d'après. Donc, on est parti pour une grosse pause. Normalement, il devait y avoir un live le week-end prochain, mais on est parti sur tout le week-end, donc je pas de live. Et après, ce sera juillet. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on fait une grosse pause pour ceux qui ne sont pas au courant? On fait des grandes pauses parce que en juillet-août, c'est l'été. Et qui dit été dit forte température. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire ce live en extérieur aujourd'hui et pas en salle, parce qu'en salle, c'est impossible aujourd'hui de faire un live. Il fait beaucoup trop chaud, on cuit. On a déjà tenté de faire l'expérience de faire un live en juillet. Le téléphone a surchauffé. Ce n'est pas une vanne, il a vraiment surchauffé. Et donc le live, ça a été interrompu de force à cause de ça. Donc forcément, on est obligé de s'adapter un tout petit peu. Et donc l'adaptation qu'on a eue, c'est de dire on ne fait pas de live pendant cette période-là. Nous, ça nous permet aussi de pouvoir nous reposer un peu, parce qu'il faut comprendre que été aussi, ça rime avec forte chaleur. Forte chaleur, ça rime avec forte oxydation. Et forte oxydation, ça rime avec je glisse de toutes les prises qui existent. Donc on essaye de pas trop grimper. On grimpe surtout en extérieur, nous, dans cette période-là, parce que justement, il fait bon, on a un petit vent frais, on a des bonnes adhérences, on peut vraiment accrocher. Quand on glisse de trop, à cause de la transpiration, bien évidemment, on s'arrête. C'est le caillou qui transpire. Je vais expliquer pourquoi elle dit ça, parce que c'est une petite private joke. On était sur un bloc et c'était sur le circuit orange. J'arrive, je commence à vouloir le faire. Je prends la première main qui est un bac et je suis en mode putain, mais je glisse dans le bac, il est transpirant en fait. Genre, il y a vraiment de la transpi dedans. Et je suis en mode chérie, vraiment transpirer dedans quoi, parce que pour le coup, c'était elle la dernière à avoir mis la main dedans. Et du coup, j'essaye de le faire. Je commence à monter, mais comme j'ai pas une bonne main, je glisse, je tombe. Je suis en mode putain, si j'ai raté le flash à cause de ça. Je mets de la magne, ça absorbe la transpi. Je le flash. Enfin, je le flash pas, du coup, puisque j'ai zippé sur la première, à cause de la main qui glissait. Et du coup, elle était là en mode non, mais c'est pas moi qui ai transpiré, hein, c'est le caillou qui transpire. C'est une très bonne excuse. Sachant que par contre, c'est vrai, hein, la roche peut transpirer. Et pas dans cette situation-là. Ça arrive que les roches transpirent, mais pas là. Donc voilà, donc c'était le petit vanne un petit peu rigolote. Mais n'hésitez pas à avoir des petites vannes comme ça avec vos potes, c'est toujours intéressant des petites private jokes, notamment avec les scans extérieurs. Vous pouvez pas y aller seul à cause du risque de chute qui peut vous blesser, etc. C'est important d'y aller avec plusieurs personnes. Alors après, quand vous connaissez vraiment un secteur, que vous avez sorti tous les blocs du secteur, que vous êtes vraiment fort en escalade, vous pourrez vous permettre de venir avec un pauvre petit paillasson et de faire tous les blocs. J'en vois des mecs qui sont vraiment très chauds, qui travaillent du 8e degré, qui viennent faire des circuits où c'est du 3-4, ils viennent avec juste un paillasson, ils se frottent les pieds sur le paillasson et ils montent dans le bloc. Ils n'ont pas besoin d'avoir un crash pad parce que de toute façon, ils ne tomberont pas. Voilà. Quand vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez vous permettre. Et avant, venez avec un crash pad. J'ai toutes les vaisselles de France sur moi. Venez avec un pareur, donc quelqu'un qui va pouvoir vous assurer et faire en sorte que si vous tombez dans le crash pad. Et aussi de préférence avec un pote qui grimpe, comme ça il peut aussi grimper et vous pouvez l'assurer. C'est toujours bien d'être à 2 au moins. N'hésitez pas donc aussi à venir avec vos chaussons, n'hésitez pas quand vous faites des blocs à vérifier la sortie du bloc, à comment on redescend
fois qu'on a fini. Là, nous, c'est ça qui nous intéresse aussi avec Atomic, c'est qu'Atomic, en fait, la surface au-dessus, elle est plane, et en fait, elle se moue dans la suite, il y a des chemins qui sont au-dessus, donc on peut totalement revenir, c'est pas un problème. Nous, on sait que la sortie là-dessus, elle est bien. Tous les blocs qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était que des bonnes sorties, mais il y a des blocs où des fois, la sortie, elle est très chiante. On en a vu, hein, on a un bloc qu'on va pas vous montrer aujourd'hui qui s'appelle Fesses. Je vous invite à regarder l'envers des fesses, le nom d'un des blocs, et sur le bloc de fesses, il doit être à 20%, je dirais. 20 ou 10. Non, t'as pas le message d'erreur? Ok, bon bah c'est que ça va, ça tourne encore bien. Mais donc, du coup voilà, c'est un pylône, et donc, du coup forcément la sortie, c'était plutôt un enfer. Mais du coup voilà, donc merci d'avoir suivi les lives. Comme je vous l'ai dit, ah la mouche, on part en pause pendant 2 mois jusqu'à septembre. Peut-être, je dis bien peut-être, ce n'est pas encore confirmé, ce n'est pas encore sûr, je suis encore en train d'essayer de m'organiser avec la salle en question, mais la salle en question ne me répond pas SEO parce qu'elle ne parle pas anglais. Compliqué. Vous savez que je pars au voyage au Japon fin août. Je vais potentiellement essayer de vous faire un live au Japon. Évidemment, au niveau des horaires, vous doutez bien que les horaires, ce ne sera pas les horaires habituels des lives. Gros décalage horaire entre le Japon et la France. Donc ce sera un live qui sera en début de matinée, vers 7-8 heures à peu près, pour que moi je puisse être à peu près tranquille derrière. J'ai une mouche vraiment qui me poursuit, c'est un enfer. Mais donc voilà, je vais essayer de vous faire un live au Japon, mais j'essaie de contacter la salle ne me répond pas pour l'instant, peut-être qu'ils ne parlent pas anglais, donc je vais devoir essayer potentiellement d'écrire en japonais, en précisant que je ne parle pas en japonais, que ce serait bien qu'ils m'écrivent en anglais. Je vais faire l'effort d'essayer de faire ça. Donc on verra bien. Sachez que bien évidemment je ne parle pas japonais, donc je suis en train d'essayer de l'apprendre, donc je suis encore loin de le savoir, donc je vais pas pouvoir le faire. Mais au moins, voilà, si je peux vous faire un live sur place, ce serait ultra cool. Bien évidemment, hein, comme j'aurai une pocket Wi-Fi, même si jamais j'ai pas la réponse de la salle, on avait eu le cas avec Arcos Pantin, quand on avait fait le live Arcos Pantin, on n'avait pas eu de réponse de la salle, on avait demandé sur place le jour J. Je pourrais faire la même chose, je pourrais débarquer dans la salle le jour J en disant, voilà, je suis un streamer français, j'aimerais savoir si je peux faire mon live aujourd'hui, parce que bah voilà, j'ai ramené tout mon matos, je vous envoie un message, j'ai pas eu de réponse malheureusement. Est-ce que je peux faire mon live? S'ils me disent oui, vas-y, je vous ferai un super live au Japon. S'ils me disent non, bah, il n'y aura pas de live au Japon. Mais je grimperai quand même dans la salle parce que pour le coup, j'ai vraiment envie de découvrir les salles de grimpe japonaises. Regarde-toi. Oui, on voit le magnifique bloc qui est derrière. Mais du coup, voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce petit live. On se retrouve du coup, soit fin août pour un live au Japon. Et ouais. Soit du coup, ce sera en septembre pour un nouveau live à Arcos Massy ou peut-être à Climb Up. Je sais pas où est-ce qu'on le fera quand on reviendra. Ça dépendra, mais dans tous les cas, on reprendra avec Arcos normalement, vous inquiétez pas. On se retrouve du coup à la prochaine. N'hésitez pas si vous êtes sur YouTube, simplement liker, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça nous permet de nous soutenir aussi et de nous montrer que vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez continuer à voir ce que l'on fait. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier live en extérieur, parce que c'était un peu une première pour nous. Alors, pour le coup, je peux pas dire que c'est une première mondiale. Malheureusement, cette fois, j'ai pas la première. On a bien été les premiers à faire un live de session d'entraînement en salle d'escalade, donc vraiment un live en intérieur comme ça, on a été les premiers à le faire au monde. Il y avait déjà eu un live qui avait été fait avant, le premier vraiment live d'escalade au monde, qui était un mec qui faisait du kilterboard. Et il y a Catalyst Climbing qui a repris le même concept que nous, qui évidemment marche mieux parce que Catalyst Climbing a déjà beaucoup plus d'abonnés que nous de base. Donc malheureusement voilà. Mais en extérieur, bon bah là pour le coup on a déjà plein de gros grimpeurs qui ont déjà montré des sessions d'entraînement qu'ils avaient sur des blocs très durs, notamment Will Bozy qui a montré justement Burden of a Dream, dont on a parlé, le 9A dont on a parlé au tout début du live, qui bah voilà, il l'a travaillé, il l'a montré avec des lives sur Instagram. Alors il n'a pas fait de live sur Twitch, il n'a pas fait de live sur YouTube, je crois qu'il a fait un live sur YouTube, si, je dis une connerie, il a fait un live sur YouTube aussi. Et voilà, donc on n'est pas les premiers à faire des lives en extérieur pour le coup. Mais voilà, on est très content d'avoir tenté ce concept. On espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi, si jamais vous voulez suivre les lives en direct et que vous les partagez dans le chat, même si là on n'a pas trop pu parce que malheureusement la connexion réseau fait que le téléphone a eu du mal à avoir Twitch. Vraiment désolé pour ça, donc j'ai pas pu interagir avec le chat. Donc s'il y a eu des messages dans le chat que j'ai pas pu les voir, je suis désolé. Mais n'hésitez pas dans les autres lives, notamment quand on fait en intérieur, on voit le chat, on a accès au chat, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages dans le chat, on vous relit, on vous répondra, même si des fois on peut mettre un petit peu de temps parce qu'on est concentré sur notre grimpe, on voit pas forcément tous les messages, mais on vous lit, vous inquiétez pas. Juste me mettre la casquette à l'envers pour pouvoir me protéger du soleil. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le live, vous avez le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à savoir quand est-ce que je suis en live et pour pouvoir voir aussi les différents blocs que j'ai pu sortir parce que notamment j'ai fait beaucoup de blocs aussi en extérieur et je vais continuer d'en faire, je vais sûrement vous mettre des vidéos parce que potentiellement là pendant les 2 mois de pause, moi je vais quand même venir grimper ici, donc ça se trouve vous aurez une vidéo de moi qui sort Atomic Boy, vous aurez une vidéo de moi qui sort Spider's Paradise.
qui seront des vidéos qui seront postées sur Instagram, que vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas, si vous êtes sur Twitch et que vous voulez voir les précédents lives, vous avez raté les précédents lives, et ben venez tout simplement sur YouTube, vous avez le lien qui est dans la bio de Twitch. Et vous avez aussi, bien évidemment, le lien vers mon Instagram pour savoir quand est-ce que je suis en live, parce que je fais toujours des annonces. Et pareil, tout ce qui est les reels, on les poste aussi sur Insta. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, vous avez toutes les infos qui sont dans la bio de Twitch. On se retrouve du coup, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, malheureusement, il n'y a pas de live. Je vous l'ai dit, on fait pas de live pendant toute la période des... Je vais me décaler dessus parce que du coup, il y a des gens qui arrivent. Donc, on essaie de pas trop filmer les gens, bien évidemment. Mais donc, évidemment, j'ai dit, il n'y a pas de live pendant la période de juillet-août. Que ce soit les grosses températures et qu'on va éviter de trop grimper en intérieur et qu'on va plutôt grimper en extérieur. J'ai encore une putain de mouche sur moi, ça me saoule. Et encore, c'est pas le pire parce que tout à l'heure, ce matin, on a été suivi par une mouche. Elle nous a suivis pendant toute la matinée. Vraiment toute la matinée, elle nous tournait autour. C'était un enfer. Mais du coup, voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce petit live. On se retrouve du coup à un prochain live qui sera potentiellement fin août. Sinon, ce sera en septembre. À la prochaine. Ciao, ciao le live.